Bonsoir ou bonjour, c'est selon. Déjà la 14e émission des Visages de la Recherche, ces hommes et ces femmes, méthodiques et créatifs dans tous les domaines et qui éclairent souvent d'ailleurs l'inexplicable. Alison Marie, bonjour ou bonsoir. Bonjour. Vous êtes chercheuse qualifiée FNRS en neuropsychologie à l'ULB. Et pour vous, c'était un plaisir de la découverte qui vous a mené à la recherche. Oui, tout à fait. Donc, c'est un peu par hasard que je suis rentrée dans le monde de la recherche grâce à mon mémoire de fin d'études, Oui. qui était sur un sujet mais complètement différent de celui sur lequel je travaille actuellement. Je travaillais principalement sur le trouble de l'attention et l'hyperactivité chez l'enfant. Oui. Et on avait même proposé un projet sur ce sujet en lien avec le sommeil. Et puis vous avez changé, et aujourd'hui, c'est la mémoire et le vieillissement des seniors. Alors, pourquoi la mémoire et pourquoi lutter contre le vieillissement des seniors? Mais là, vous êtes dans l'actualité d'une époque. Oui, exactement. Donc, on sait que la population est plutôt vieillissante. Et donc, quelque chose qui est vraiment important à mes yeux et dans le cadre de mes recherches, c'est d'essayer de maintenir les fonctions cognitives et en particulier la mémoire le plus longtemps possible. Et donc les projets que je développe ont pour objectif... Alors, vous faites de la recherche fondamentale, mais les applications seront extraordinaires. Oui, donc ça a effectivement un impact potentiel au niveau sociétal, de pouvoir... développer des interventions non invasives pour justement tenter d'améliorer cette mémoire et de la maintenir le plus longtemps possible. Au fond, qu'est-ce qui fait en sorte que les seniors perdent un peu la mémoire? Alors, donc, il y a une grande variabilité dans le vieillissement. Donc, il faut savoir quand même qu'il y a des personnes âgées qui maintiennent des compétences cognitives tout à fait préservées. Et donc, il y en a d'autres, malheureusement, qui déclinent. Et donc, on sait qu'il y a des facteurs de risque, qu'il y a des facteurs aussi protecteurs qui font que certaines personnes vont développer un déclin cognitif. On sait, par exemple, le fait d'être actif cognitivement, d'être actif socialement, de garder une activité physique, tout ça sont des rester composantes. Dans le coup, quoi. Voilà, exactement. C'est important pour maintenir des fonctions cognitives. Alors bon, votre recherche, c'est donc améliorer la mémoire, le cognitif, mais sans médicaments et sans choses invasives qui éventuellement font mal. Alors, il y a deux choses. La première, c'est quoi? Alors, la première méthode de stimulation, c'est la stimulation du nerf vague. Oui. Donc, c'est un petit appareil électrique que vous avez. Et vous en avez apporté un. Je l'ai d'ailleurs essayé avant l'émission. Alors, on le place au niveau de l'oreille. Et donc, il y a une petite électrode qui envoie une stimulation électrique. Oui, c'est ça. Oui. Donc, au niveau de ce qu'on appelle le nerf vague. Et donc, ce nerf vague fait la connexion entre le cerveau et le reste du corps. Et le but ici est de regarder exactement ce qui se passe lorsqu'on l'active et voir si on peut améliorer la mémoire. Et vous avez fait des expériences en laboratoire avec des jeunes, c'est ça? Oui, pour l'instant, oui. On a fait une première étude où on a pu mettre en évidence qu'en stimulant le nerf vague, comme vous l'avez ici, on améliore la mémoire. Ça picote un peu. Donc, on améliore la mémoire des personnes jeunes. Et donc, l'idée ici d'aller vers le vieillissement et de regarder si on est capable de faire la même chose. Alors, quel est le lien entre le fameux nerf vague et le cerveau? Alors, comment ça se passe, quoi? Oui, alors, donc, en stimulant ce nerf vague, ce qui se passe, c'est qu'il y a on va l'activer forcément, et on va activer toute une série de régions cérébrales, et notamment une petite région qui s'appelle le locus coeruleus, et qui libère de la noradrénaline dans le cerveau. Et il libère noradrénaline dans le cerveau. Et donc, cette noradrénaline, elle est libérée dans différentes régions, notamment l'hippocampe, qui est une région extrêmement importante pour la mémoire. Et donc, l'idée, c'est de se dire qu'en stimulant ce nerf vague et en stimulant ce réseau cérébral, eh bien, on va essayer de jouer un rôle compensatoire pour améliorer justement la mémoire dans le vieillissement. Alors, bon, ça veut dire que dans quelques années, peut-être qu'il y aura une commercialisation, une start-up qui pourra faire un appareil qui pourra être utilisé par tout le monde pendant 20 minutes tous les jours. Alors, ça serait là, je rêve. Très idéaliste encore, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment essayer de mieux comprendre les mécanismes cérébraux qui sont en jeu lorsqu'on utilise ce type de stimulation. Mais oui, moi je pense que c'est en tout cas un outil qui est assez prometteur dans le cadre du vieillissement et j'espère qu'on pourra le prouver par les recherches que je mène. Ce qui est rare finalement, c'est qu'une recherche fondamentale pourra rapidement être dans le pratique, dans l'utilisation pratique.
Alors effectivement, c'est assez facile d'utilisation et c'est un peu l'objectif des projets que je mène, c'est d'avoir donc des outils qui sont relativement faciles à utiliser même à la maison. Donc on sait qu'il y a beaucoup d'essais cliniques qui utilisent ce genre d'outils donc chez des patients. Et les patients peuvent, avec une supervision bien entendu derrière, mais utiliser ce genre d'appareil. Alors, le second moyen donc, pour stimuler la mémoire, le cognitif, etc., c'est la stimulation vestibulaire. Oui. Alors, vous m'avez dit que pour ça, il faut un lit spécial. Oui, exactement. Donc là, ici, l'idée, c'est de développer, sur base d'un lit qui a déjà été développé à Genève, un lit qui oscille légèrement, donc c'est comme un bercement, si vous voulez. Oh. Et donc, on fait dormir les gens dans ce lit et l'objectif est, avec cette oscillation très lente, est d'essayer de stimuler certaines oscillations qui sont présentes dans le cerveau quand on dort et dont l'objectif est donc d'améliorer à nouveau cette fameuse mémoire. Ah, donc c'est la deuxième possibilité. Vous avez déjà fait du labo là-dessus? Alors ça, c'est encore en développement. Donc là, l'idée est de développer ce fameux lit ici à l'ULB. À l'ULB, dans notre labo, pour pouvoir l'utiliser chez des jeunes adultes, mais aussi chez des personnes plus âgées. Mais ce lit, j'imagine qu'il faut le faire, il faut le construire. Donc ça coûte de l'argent. Oui, donc là, il va falloir faire des demandes de fonds. Voilà. Don pour le lit. Pour pouvoir le construire. Et on sait déjà quel genre de lit est-ce qu'on veut, parce que voilà, on collabore forcément ici avec une équipe de Genève qui a déjà développé ce lit et qui est assez promoteur justement pour améliorer le sommeil et la mémoire. Et par exemple, vos expériences pour l'Alzheimer, qui est hélas une maladie qui devient de plus en plus courante, ça pourra aussi jouer pour la prévention ? Alors oui, donc ça c'est un objectif ultérieur. Donc ici pour l'instant ce sont des projets qui sont menés dans une population âgée saine, mais l'idée serait effectivement d'aller vers de la population plus pathologique qui développe une maladie type Alzheimer par la suite, effectivement. Dites-moi, au fond finalement la fonction cérébrale sur laquelle vous travaillez et faites de la recherche fondamentale, presque tout encore reste à comprendre. Oui. Effectivement, donc il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur les mécanismes cérébraux qui sont en jeu. Et on sait, comme je le disais, il y a plein de facteurs de risque et protecteurs qui peuvent être développés au cours de la vie. Donc chaque individu est différent et chaque individu potentiellement va répondre différemment à la stimulation. Au fond, le cerveau, c'est quoi? C'est un ordinateur avec 100 milliards de cellules, un chef d'orchestre qui fonctionne 24 heures sur 24? Alors, oui, un petit univers? Exactement, c'est un petit univers très complexe et on n'a pas encore tout compris. On est vraiment encore loin de comprendre son fonctionnement et donc à mon échelle, j'aimerais pouvoir arriver à comprendre un petit peu mieux, en tout cas, le fonctionnement cérébral. On a l'impression que tout est interconnecté. Cerveau, corps, cellules. Oui, donc on étudie souvent le cerveau de manière isolée, mais effectivement, tout est interconnecté, donc le cerveau communique avec le corps, et c'est un autre aspect de mes recherches qui m'intéresse beaucoup, c'est de comprendre comment le cerveau et le corps communiquent entre eux, et en particulier le cœur et le cerveau, et donc j'ai des collaborations que j'ai développées aussi dans cet objectif-là. Alors vous êtes une toute jeune, j'ai envie de dire, chercheuse qualifiée, c'était il y a 1 an, je crois? En 2023, oui. Voilà, donc pour vous, ça a été un changement de vie, j'imagine, parce que vous avez maintenant des doctorants, vous avez une sorte de liberté de recherche. C'est un changement de vie? Alors oui, c'est effectivement un soulagement, je dirais, d'obtenir ce poste permanent, parce que ça nous permet de pouvoir voir sur le long terme et de se dire, voilà, je peux développer des projets sur le long terme et avoir une vision de mes projets de recherche à plus long terme. Évidemment, la recherche évolue en permanence, donc les visions restent sur quelques années parce que voilà, ça évolue tellement vite, mais c'est vraiment soulagement. J'imagine que vous avez une famille, des enfants. Comment vous en sortez? Parce que le métier de la recherche est quand même très, très exigeant. Il demande beaucoup de temps, surtout quand on commence. Oui, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de stress à gérer au quotidien. Il y a des sacrifices, effectivement, de temps en temps à faire pour arriver à mener ces projets à bien. Maintenant, je pense que oui, c'est une fameuse gestion entre la balance vie de famille, vie professionnelle qui est importante à réaliser. L'égalité homme-femme, il y a encore du boulot ou pas dans le domaine de la recherche? Oui, il y a des progrès, certains, qui sont faits à ce niveau-là, mais je pense effectivement qu'il y a encore un déséquilibre, mais qui est au niveau de la recherche, mais aussi au niveau sociétal de manière plus générale. Oui. Dites-moi, quelles sont les qualités d'une chercheuse
et qualités que vous avez et qui sont essentielles quand on fait de la recherche, c'est quoi? Alors, je pense qu'une qualité importante, c'est la curiosité. Avoir envie avoir cet attrait pour la découverte scientifique. Et j'ai l'impression que c'est une qualité importante à avoir. Quand on a un échec dans une recherche, j'imagine que ça vous est arrivé, comment on réagit? Bon, chacun réagit différemment. Bon, on est toujours un peu déçu au premier abord, mais après, l'idée, c'est de rebondir là-dessus, de se dire, OK, ça m'apporte quand même quelque chose. Le fait que ça n'a pas réussi, que mon hypothèse n'est pas vérifiée, ça veut dire peut-être que je ne suis pas dans le bon, et ça permet aussi de rebondir et de se dire, en fait, on va réorienter le projet ou on va penser différemment. Donc ça apporte de toute façon une information. Allez, votre utopie dans les 30 années qui arrivent, c'est quoi? Ce serait quoi? Lâchez-vous, vous pouvez rêver. Hein. Alors, une utopie... Faites-nous rêver. Oui, ça serait en tout cas d'essayer de développer en tout cas des outils, des interventions non invasives qui favorisent notamment le maintien cérébral et le maintien cognitif dans le vieillissement, mais aussi au-delà du vieillissement, dans d'autres pathologies potentiellement également. Et voilà, pouvoir découvrir un peu plus le fonctionnement cérébral, avoir une meilleure compréhension de ce fonctionnement céébral. Vous pensez que l'intelligence artificielle va booster les recherches dans votre domaine ou pas? Alors l'intelligence artificielle a déjà un impact important, je pense, notamment au niveau des méthodes d'analyse du signal, etc. On l'utilise déjà, donc notamment dans le domaine des neurosciences. Et donc oui, je pense que ça aura un impact sur la recherche. Merci en tout cas d'avoir été notre invité. Second invité après la pause, c'est Arnaud Blom, chercheur qualifié FNRS à l'Université de Liège. Il cherche à développer de nouveaux traitements contre le cancer. À tout de suite.